Bonjour et bienvenue dans l'infini dans un grain de sable. Aujourd'hui, je vous présente un documentaire sur la planète Mercure. Et c'est la première fois que je réalise un documentaire, donc attendez-vous à ce que ce soit un peu expérimental. Et sans plus attendre, on envoie la vidéo. Vue de notre monde, Mercure est une étoile timide et changeante. Jamais elle ne s'aventure bien loin du Soleil, comme si elle n'en était qu'un éclat, détaché de celui-ci. Et toujours elle côtoie l'horizon, celui de l'aube comme du crépuscule, toujours proche de l'au-delà, elle est insaisissable comme un mirage. Probablement perçue depuis le fond des âges, il faut attendre les premiers feux de la civilisation et l'invention de l'écriture pour que parviennent jusqu'à nous les plus anciennes observations de Mercure. Dans les premières cités des hommes, les Sumériens pratiquent la métallurgie, la poterie, ils irriguent leurs champs et signent des contrats de vente. Ils font aussi de l'astronomie. L'astronomie n'est pas encore différenciée de l'astrologie. Ils voient dans le mouvement des astres le visage des dieux. Ils observent au fil des jours la danse rapide de Mercure auprès du Soleil. Ils la surnomment Ubu Idim Gud Ud, la planète sautante. Héritiers de la civilisation sumérienne, les Babyloniens sont à la pointe de l'astronomie de l'époque. Ils développent un calendrier lunaire et savent prédire les éclipses. Ils associent Mercure au dieu Nabu, une divinité de la sagesse et de l'écriture. Sur les rives du Nil, les Égyptiens voient en Mercure deux astres, un pour l'aube et l'autre pour le crépuscule. À l'étoile du matin, ils associent Seth, le dieu du désert, de la violence et du chaos. À l'étoile du soir, ils associent Horus, dieu du ciel à tête de faucon, protecteur des pharaons. Les Grecs semblent avoir pour un temps suivi la pensée égyptienne, car le matin, ils associent Mercure à Apollon, dieu solaire de la lumière, de la musique et de la poésie. Le soir, ils l'associent à Hermès, le messager des dieux et divinité du commerce et des voyages. Étoile du matin, étoile du soir. Ces conceptions sont plus ésotériques qu'astronomiques, et le jour y est probablement vu par analogie. Comme une image de la totalité temporelle, l'aurore et le crépuscule deviennent des représentations de la création et de la destruction, naissance et mort, début et fin. Peut-être pense-t-il que le vieux ciel, en descendant sous l'horizon, est dévoré par le monde souterrain avant de renaître à l'aurore. De l'autre côté de l'Atlantique, les Mayas aussi séparent la planète du matin de celle du soir, qui prend la forme d'une chouette, messagère des mondes souterrains. Mais revenons aux Grecs. Il faut, dit-on, attendre les calculs du célèbre Pythagore pour que l'idée de Mercure en tant qu'une seule planète prenne le dessus. On l'associe définitivement à Hermès. L'équivalent romain d'Hermès est Mercure, dont les racines linguistiques sont les mêmes que pour les mots marché, marchandise et mercantile. Mercredi vient du latin mercurities, le jour de Mercure. Au-delà du Rhin, les Germains et Scandinaves rapprochent l'astre vagabond à Odin ou Wotan. En Inde, on y voit l'influence de Bouddha, un dieu de la nature, fils du dieu de la lune Chandra et de la déesse Tara, qu'il ne faut pas confondre avec le fondateur du bouddhisme. Pendant une grande partie de l'histoire, nous pensions que le Soleil et les planètes tournaient autour de la Terre. C'est une hypothèse que l'on nomme géocentrisme. Mais les étranges circonvolutions de Mercure auprès de l'astre du jour laissèrent penser tout autre chose. Ces mouvements s'expliquent mieux si elle tourne autour du Soleil. Les astronomes arabes et indiens suspectèrent que Mercure orbitait autour du Soleil, mais il fallut attendre les travaux de Galilée, Copernic et Kepler pour que l'idée que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil triomphe. C'est l'héliocentrisme. Les premières observations télescopiques de Mercure remontent à Galilée et à Pierre Gassendi. À cause du faible pouvoir grossissant de la lunette de Galilée, le célèbre astronome italien ne peut discerner aucun détail de la surface. Il ne put, non plus, observer les phases de Mercure, c'est-à-dire le changement de son apparence en fonction de l'éclairage venu du Soleil, comme il le découvrit pour la planète Vénus. En 1631, Pierre Gassendi observe pour la première fois, d'après les prédictions de Kepler, un transit de Mercure, c'est-à-dire le passage de Mercure devant le Soleil.
Il fait cette observation en projetant l'image du Soleil sur un écran. Les phases de Mercure seront découvertes en 1639 par l'astronome et jésuite italien Giovanni Zuppi. C'est la preuve irréfutable que Mercure tourne autour du Soleil. Les premiers détails de la surface seront observés à l'orée du XIXe siècle. Johann Schröder, un médecin et pharmacologue allemand, croyait observer des montagnes de 20 km de haut. Ces dessins inspirent des estimations de la période de rotation et de l'inclinaison de Mercure par l'astronome et mathématicien allemand Friedrich Bessel. Il est connu par ailleurs pour avoir mesuré pour la première fois la distance d'une étoile. Plus tard, ces estimations seront démontrées fantaisistes. Vers 1880, le grand astronome italien Giovanni Schiaparelli, qui a déjà cartographié la surface de Mars et où il croit y discerner des canaux, observe Mercure. Du fait de la faible élévation de Mercure sur l'horizon, Mercure est particulièrement difficile à observer. La plus légère perturbation atmosphérique, comme une faible bande de cirrus, suffit à effacer tout détail de la surface. Malgré un pouvoir grossissant de 200 fois, Mercure n'apparaît à l'astronome d'un diamètre apparent inférieur à celui de la Lune, vu à l'œil nu. Il fait des croquis de quelques détails qu'il perçoit. Influencé par son imagination, il croit également percevoir des canaux sur Mercure. Les conditions d'observation de Mercure ne sont idéales qu'à certains moments de sa trajectoire orbitale, et à ce moment, Mercure présente toujours la même face à la Terre. Ce qui fera croire aux astronomes que la rotation de Mercure est égale à sa révolution autour du Soleil. 88 jours terrestres. Les efforts de cartographie de Mercure seront poursuivis dans les années 30 par l'astronome français Eugène Antoniadi. Dans les années 60, l'Institut de radio-ingénierie et d'électronique de l'Académie des sciences de l'URSS et le radiotélescope d'Arecibo feront rebondir des ondes radar sur Mercure, démontrant que la planète tourne sur elle-même en 59 jours et non 88 comme on le croyait auparavant. Enfin, dans les années 2000, des observations radar mettront en évidence la possibilité de présence de glace d'eau au pôle de Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. C'est aussi la plus petite des planètes du système solaire. Mercure est l'une des 4 planètes rocheuses, par opposition aux planètes gazeuses. Les planètes rocheuses, ou telluriques, sont principalement composées de roches et de métal. Mercure possède un champ magnétique et une très faible atmosphère. Sa surface est recouverte de cratères de toute taille, de plaines de lave refroidie, et présente par endroits d'étranges plis, formant des falaises de plusieurs kilomètres de haut. Mercure a assez peu changé depuis sa formation. Comparé aux autres planètes, peu de sondes l'ont visité. Ces engins sont les sondes Mariner 10 et Messenger. La sonde Mariner 10 a été lancée en 1973 et a effectué 3 survols de Mercure en 1974 et 1975. Elle a été la première mission à survoler Mercure et la première à utiliser une assistance gravitationnelle de Vénus pour atteindre sa destination. Mariner 10 a également fourni des images détaillées de Vénus, en plus de celles de Mercure. Les images de la mission ont permis de cartographier environ 45% de la surface de Mercure et de révéler des caractéristiques géologiques telles que les cratères, des falaises et des plaines de lave. La sonde Messenger a été lancée en 2004 et a effectué une orbite autour de Mercure de 2011 à 2015. Elle a été la première mission à cartographier l'ensemble de la surface de Mercure ainsi qu'à étudier son champ magnétique, son atmosphère et sa géologie. La mission a permis de découvrir de nombreux types de roches et de caractéristiques géologiques, ainsi que de fournir des informations sur la composition de la planète et son évolution. L'envoi d'une sonde spatiale vers Mercure présente plusieurs défis qui doivent être surmontés pour réussir une mission. L'une des principales difficultés est la vitesse orbitale élevée de Mercure autour du Soleil, ce qui rend difficile la mise en orbite autour de la planète. De plus, en s'approchant de Mercure, une sonde spatiale accélère à cause du puits gravitationnel du Soleil. L'énergie potentielle de la gravité est transformée en énergie cinétique. Pour surmonter ces défis, les scientifiques et les ingénieurs utilisent des systèmes de propulsion avancés et des manœuvres d'assistance gravitationnelle pour ralentir la vitesse de la sonde et ajuster sa trajectoire vers Mercure. C'est la raison pour laquelle Mariner 10 n'est jamais entré en orbite autour de Mercure. Sa vitesse était trop rapide,
malgré les manœuvres d'assistance gravitationnelle auprès de Vénus. Les informations collectées par les deux sondes forment la plus grande partie de ce que l'on sait à propos de ce monde. Commençons par s'intéresser à la façon dont elle orbite autour du Soleil. Comme nous le disions, Mercure est la planète la plus proche du Soleil. C'est aussi la plus rapide du système solaire. Elle file sur sa trajectoire autour de l'astre du jour à 47 km par seconde. Pour comparaison, la vitesse orbitale de la Terre n'est que de 29,7 km par seconde. De par sa proximité avec le Soleil et sa vitesse orbitale, l'année de Mercure, c'est-à-dire un tour complet autour du Soleil, dure seulement 88 jours terrestres. L'orbite de Mercure a une autre caractéristique inhabituelle, son excentricité. L'excentricité mesure à quel point l'orbite d'un corps céleste dévie d'un cercle, pour devenir une ellipse. De ce fait, la distance qui la sépare du Soleil varie fortement. À l'aphélie, quand Mercure est la plus éloignée de l'astre du jour, sa distance est de 70 millions de kilomètres. Au périhélie, c'est-à-dire quand Mercure est au plus proche du Soleil, sa distance avec ce dernier est de 46 millions de kilomètres, c'est-à-dire à peu près 2/3 de la distance à l'aphélie. La rotation de Mercure est étrangement synchronisée avec le Soleil. Pour une rotation sur elle-même, Mercure fait 2 révolutions autour du Soleil. Autrement dit, un jour pour Mercure, c'est-à-dire 176 jours terrestres, dure 2 de ces années. C'est un cas particulier de rotation synchrone. En effet, en l'absence de perturbations extérieures, tout corps en orbite circulaire autour d'un autre aboutira à une rotation synchrone, comme c'est le cas avec la Lune. La Lune fait exactement un tour sur elle-même pour chaque révolution autour de la Terre. C'est pour cela qu'elle nous présente toujours la même face. Mais le cas de Mercure est différent. La grande excentricité de son orbite fait que sa vitesse orbitale varie trop pour être synchronisée avec la vitesse de rotation de la planète. Toutefois, ces deux vitesses s'égalisent à un moment de l'année mercurienne, quand la planète est au plus proche du Soleil. Il se produit un phénomène insolite. Le Soleil ralentit et s'arrête dans le ciel. Il reste figé dans le ciel et revient même légèrement en arrière, avant de reprendre son mouvement normal. Une autre particularité de Mercure est son inclinaison quasi nulle. L'inclinaison d'un corps céleste, aussi appelée obliquité, est la mesure de l'angle entre l'axe de rotation de la planète et le plan orbital. Dans le cas de Mercure, celle-ci est de 0,03 degrés. À cause de cela, Mercure a la plus faible excentricité de toutes les autres planètes du système solaire. Elle tourne sur elle-même de manière aussi stable qu'une toupie. Cela a des conséquences, comme le fait que le fond des cratères, qui se trouve au pôle de la planète, ne reçoivent jamais la lumière du jour et peuvent contenir de grandes quantités de glace d'eau, malgré la faible distance de Mercure avec le Soleil. On y reviendra. Alors, à quoi ressemble la surface de Mercure? Malgré le fait que des deux sondes qui l'ont déjà visitée, aucune des deux ne s'est posée en surface, nous pouvons toujours essayer de savoir à quoi ressemble un paysage sur ce monde. À quoi ressemble le ciel sur Mercure? Pour cela, nous devons parler de son atmosphère. Elle n'en a quasiment pas. La très diffuse atmosphère y est probablement invisible à l'œil nu.
si ce n'est peut-être sous la forme d'une pâle lueur à l'horizon, avant l'aurore et après le crépuscule. Le ciel est d'un noir d'encre. Les étoiles, visibles de jour comme de nuit, ne scintillent pas. On ne peut comparer l'atmosphère de Mercure qu'à la couche la plus haute et la plus diaphane de l'atmosphère terrestre, l'exosphère. L'exosphère de Mercure n'est pas stable, car elle perd autant de ses constituants, balayés par le vent solaire, qu'elle n'en regagne. L'exosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, directement issus du vent solaire. On y trouve également du sodium et du potassium, qui proviennent de la surface de Mercure. Si la sonde Mariner 10 avait détecté, par le passé, une quantité substantielle d'oxygène dans l'atmosphère de Mercure, cela n'a pas été le cas avec la sonde Messenger, qui n'en a pas détecté du tout. Peut-être la présence d'oxygène autour de Mercure est-elle occasionnelle. Le sodium neutre est propulsé plus loin de Mercure en perdant de l'énergie, ce qui donne à la planète des faux airs de comète si on l'observe avec des instruments adaptés. Le sol est couvert d'une couche épaisse de poussière, si fine que l'on dirait de la poudre. Comme sur la Lune, il est probable que le paysage de Mercure soit dominé par une mer infinie de collines douces, éparpillées de cailloux de toute taille, du plus petit gravier aux blocs rocheux de plusieurs tonnes. Mercure est un monde nu, au contact direct avec les forces terribles du cosmos, bien loin du cocon qu'est la Terre. Sans une atmosphère suffisamment épaisse pour protéger la surface contre les météorites, le sol est criblé de cratères d'impact. Sans protection pour les consumer, ici les étoiles filantes ne brillent pas. Ces petits grains de poussière, issus du sillage des comètes, percutent le sol à plusieurs kilomètres par seconde. Rien n'empêche non plus les rayons cosmiques de bombarder et d'irradier la surface de Mercure. Ce sont des éclats d'énergie microscopiques venus de l'espace profond et issus de cataclysmes les plus violents de l'univers connu, comme l'explosion de supernovae ou des collisions d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Certains pensent que l'action conjuguée des micrométéorites et des rayons cosmiques transforme et pulvérise la roche au cours des millions d'années pour former la poussière que l'on trouve en surface. Le quasi-manque d'atmosphère crée un autre effet perturbant pour un observateur humain. Sans air pour atténuer et pâlir les reliefs lointains, on a du mal à juger les distances. L'horizon semble proche. En voyant une montagne au loin, on pense pouvoir l'atteindre en quelques minutes de marche. Mais en réalité, on pourrait marcher pendant des heures vers elle, sans qu'on ait l'impression d'avancer d'un pas. Sur Terre, les rayons du Soleil chauffent le sol et l'air. Les thermomètres mesurent la température de l'air. Ici, sur Mercure, il n'y a pas assez d'air pour que la mesure de sa température ait un sens. C'est le sol qui chauffe. Quand le Soleil se lève, il apparaît 3 fois plus gros que sur Terre. Sa lumière est 7 fois plus forte. En journée, la température du sol monte à plus de 420 degrés Celsius, soit 2 fois celle de l'intérieur d'un four, et la nuit, elle descend jusqu'à moins 170 degrés Celsius. Au gré de la surface de ce monde désolé, on trouve des chaînes de montagnes et des falaises hautes de plusieurs milliers de mètres. À certains endroits, le sol semble s'être enfoncé et ouvert sur des gouffres souterrains. Passons maintenant en revue les principales structures que l'on trouve à la surface de Mercure. Sur Terre, des processus géologiques comme la subduction ont contribué à renouveler la croûte terrestre. Les vieilles masses continentales sont détruites dans les profondeurs infernales de la Terre, alors que de nouvelles se forment au niveau des dorsales océaniques. La conséquence est que l'histoire géologique de la Terre, écrite sur sa surface, se trouve effacée au cours des millions d'années de son évolution. Sur Mercure, une fois solidifiée, la surface n'a pas été renouvelée. Les cratères et autres formations géologiques ont ainsi pu s'accumuler sans être détruits. Quand on voit la surface de Mercure, on peut presque remonter la rivière du temps jusqu'à l'époque de sa création. Omniprésents à la surface de Mercure, les cratères d'impact sont les structures qui se forment par la collision d'un impacteur, c'est-à-dire d'un astéroïde ou d'une comète. Ces objets font une taille qui peut varier entre celle d'un grain de poussière et celle d'un bloc de roche de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. L'impacteur percute le sol à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. À cette vélocité, une partie de la surface et l'objet qui la percute sont fondus ou vaporisés. Des morceaux peuvent être éjectés jusque dans l'espace et échapper complètement au puits de gravité de l'astre. Dans les quelques fractions de secondes qui suivent l'impact, l'impacteur s'enfonce dans le sol où il est compressé
jusqu'à ce que sa pression interne soit comparable à celle qui règne dans le noyau d'une planète. Une brutale décompression s'ensuit, créant une explosion gigantesque. Dans le cas des cratères les plus petits, l'explosion et l'onde de choc forment une cavité en forme de bol simple, en éjectant dans les airs le matériau qui s'y trouvait jadis. On les appelle des cratères simples. En voici quelques exemples. Au-delà d'une certaine taille, qui varie en fonction de la gravité de la planète, les cratères possèdent des structures plus compliquées, comme la formation d'un pic central, dû au rebond de la matière tapissant le fond du cratère, formant une montagne solitaire au fond de la cuvette. Sous l'effet de la gravité, les parois de la cavité s'effondrent et deviennent des terrasses. Dans certains cas, le pic central est remplacé par un anneau central. Certains cratères sont l'épicentre de longues traînées blanchâtres similaires en apparence à une toile d'araignée. Ce sont les cratères à rayons. Les cratères à rayons, ou structures rayonnées, sont des cratères d'impact récents. Pulvérisée, la roche éjectée a été déposée autour du cratère d'où elle vient. Sa couleur plus claire, qui se détache du sol alentour, est due au fait qu'elle n'a pas été exposée pendant un temps suffisant aux conditions qui règnent dans le vide spatial. En effet, l'érosion spatiale due aux micrométéorites et aux rayons cosmiques ont tendance à assombrir le matériau de surface. Comme les roches qui forment les rayons viennent du sous-sol, où elles ne subissaient pas cette érosion, elles apparaissent plus claires. Cependant, elles finiront par foncer, comme le reste de la surface, et feront disparaître les rayons. Cette caractéristique est importante pour les chercheurs, car elle permet de donner une idée de l'âge du cratère en question. Le cas des collisions les plus violentes est moins bien compris. Il arrive souvent que le cataclysme perce la croûte en surface et provoque de gigantesques éruptions volcaniques. Le cratère original est souvent effacé, enseveli par de la lave ou détruit par le rebond de la surface dû au choc. Autour se forment des structures en terrasses et des chaînes de montagnes circulaires. On les appelle bassins d'impact. Le plus célèbre des cratères d'impact de Mercure est le bassin Caloris. Il doit son nom au mot caloris, le latin pour chaleur. Cela est dû au fait que tous les jours en ce lieu, quand le soleil est au zénith, il se fige dans le ciel. Comme nous l'avons vu précédemment, cela arrive au moment où Mercure est au plus proche du soleil. Vu du bassin Caloris, le temps semble suspendu à midi. Sur ce monde déjà surchauffé, les températures ici atteignent leur maximum. L'objet à l'origine de l'impact devait être une comète ou un astéroïde de 100 à 150 km de diamètre. La collision fut si brutale que l'impacteur s'est enfoncé à plus de 130 km de profondeur, perçant la croûte de Mercure et permettant aux roches du manteau de fondre et surgir en surface dans une série sans fin d'éruptions volcaniques. Les coulées de lave qui en résulteront couvriront entièrement le cratère et une bonne partie de l'hémisphère nord de Mercure, rebouchant des cratères plus anciens et donnant naissance aux plaines lisses, similaires aux mers lunaires. L'explosion éjecta dans les airs des blocs rocheux si gros qu'en retombant à la surface de Mercure, ils créèrent des cratères secondaires, que l'on peut voir ici, les cratères du groupe Caloris. Les ondes de choc de l'impact furent si puissantes que les chercheurs pensent qu'elles firent le tour de la planète pour converger de l'autre côté de Mercure, et soulevant le terrain pour donner un lieu à la géographie très accidentée, le terrain étrange. On pense également que le bassin Caloris et le terrain étrange sont une source de dégazage depuis l'intérieur de la planète de sodium et de potassium qui constituent une part de la très diffuse atmosphère de Mercure. On peut citer d'autres bassins d'impact, comme le très ancien cratère Tolstoï, qui avec 390 km de diamètre a survécu aux nombreux cataclysmes mercuriens en restant parfaitement visible, ou encore le cratère Beethoven, de 630 km de diamètre. Il existe une forme de cratère que l'on appelle cratère fantôme. Ce terme décrit des cratères fortement abîmés dont certains ont été recouverts et ont été rebouchés par des coulées de lave ou par des pluies de cendres et de poussière. D'autres ont été victimes des fissures qui parcourent la surface de Mercure. Ils sont utiles car ils portent la trace des événements géologiques ou météoriques qui sont arrivés après leur création. Ils ouvrent ainsi autant de fenêtres sur l'histoire de Mercure. Là où il y a assez peu de cratères, on trouve des plaines. Il y en a deux types.
les plaines lisses et les plaines intercratères. Les plaines lisses sont des étendues plates qui ressemblent aux mers lunaires. Toutefois, et contrairement aux mers lunaires, qui sont plus sombres que le reste de la surface de la Lune, les plaines lisses ont les mêmes teintes que le reste de Mercure. Ces plaines sont d'origine volcanique et ont été formées par le refroidissement de la lave issue de cratères particulièrement gros. Les plaines lisses recouvrent le sol plus ancien de Mercure et ont rebouché de nombreux cratères. Les plaines intercratères sont des formations de terrain sur Mercure qui se situent entre les cratères. Elles sont les plus anciennes surfaces visibles sur Mercure et se caractérisent par des collines douces et des plaines vallonnées qui semblent avoir recouvert et détruit de nombreux cratères antérieurs. Contrairement aux plaines lisses d'origine volcanique, l'origine des plaines intercratères n'est pas encore clairement établie. Deux hypothèses sont proposées. L'une attribue leur formation à des éjections liquéfiées issues d'impacts de météorites et l'autre à des dépôts volcaniques provenant du sous-sol de Mercure. Les plaines intercratères sont réparties uniformément sur toute la surface de Mercure et sont souvent associées à des cratères peu profonds et allongés ainsi qu'à des chaînes de cratères. Les plaines intercratères sont également des régions où l'on observe une rareté générale de petits cratères, ce qui peut être dû au fait que ces cratères ont été détruits ou recouverts par ces plaines. Les images prises par la sonde Messenger ont permis de mieux caractériser ces plaines et de soutenir l'hypothèse selon laquelle ces plaines seraient d'origine volcanique. La surface de Mercure présente une particularité inhabituelle, de nombreux plis de compression, appelés rupes, qui traversent les plaines. Bien qu'ils existent également sur la Lune, ces plis sont beaucoup plus marqués sur Mercure. En se refroidissant, l'intérieur de Mercure s'est contracté, entraînant une déformation de sa surface et la formation de rides et de falaises associées à des failles de chevauchement. Les falaises peuvent atteindre des longueurs de 1000 km et des hauteurs de 3 km. Ces caractéristiques de compression peuvent être observées sur d'autres éléments tels que des cratères et les plaines lisses, ce qui indique qu'elles sont plus récentes. La cartographie de ces caractéristiques suggère un rétrécissement total du rayon de Mercure d'environ 1 à 7 km. La plupart de l'activité le long des principaux systèmes de chevauchement s'est probablement arrêtée il y a environ 3,6 à 3,7 milliards d'années. Des falaises de chevauchement de petite échelle ont été découvertes, avec des hauteurs de quelques dizaines de mètres et des longueurs de quelques kilomètres, qui semblent être âgées de moins de 50 millions d'années, indiquant que la compression de l'intérieur de Mercure et l'activité géologique de surface associée se poursuivent jusqu'à nos jours. Les pôles de Mercure renferment un secret. Les cratères y contiennent peut-être de la glace d'eau. Au début des années 90, plusieurs radiotélescopes, dont celui d'Arecibo et de Goldstone, détectent, en y réfléchissant des ondes radar, des régions à forte réflexion radio et très dépolarisées, très différentes de celles du reste de la surface de Mercure, riche en silicates. La forte réflexion radar est due à un matériau avec une forte constante diélectrique, c'est-à-dire que sa capacité à stocker l'énergie du champ électrique est élevée. La forte dépolarisation du signal est due au fait que les cristaux qui composent le matériau sont arrangés au hasard. La glace d'eau est un bon candidat, c'est un matériau courant, muni de ces deux propriétés. Mais comment de la glace peut-elle rester à l'état solide sur une planète où il fait plus de 400 degrés le jour? Cela est dû à l'inclinaison très faible de l'axe de rotation de la planète, qui fait que dans les cratères près des pôles, la lumière du Soleil, rasante, n'illumine jamais directement leur profondeur. Les fonds des cratères restent dans l'ombre de manière perpétuelle, et la température n'y monte à aucun moment au-dessus de moins 170 degrés Celsius. Dans ces conditions, la glace peut être maintenue à l'état solide pendant des milliards d'années. Intéressons-nous maintenant à l'histoire de Mercure. L'histoire géologique de Mercure est divisée en 5 périodes, qui vont du pré-tolstoïen au présent, c'est-à-dire le Kupérien. Ces périodes ont été créées en fonction des principaux événements et de l'évolution géologique de Mercure. L'histoire de Mercure commence avec celle du système solaire. De la nébuleuse primordiale qui s'est condensée pour former le proto-soleil, tout ce qu'il en reste est un nuage de poussière. Les grains qui le composent entrent en collision et s'amalgament pour former des objets de plus en plus gros. Ces objets, ces briques, qui formeront les futures planètes, ce sont les planétésimaux. De la collision de ces nombreux planétésimaux, s'amalgame et se forme une boule de roche en fusion qui grandit à mesure qu'elle accumule de la matière. Cette époque reculée de la formation de Mercure nous est encore très obscure.
On ne connaît pas la teneur en silicate et en fer de la mercure primitive, si bien que les chercheurs divergent quant à la façon dont ils pensent que Mercure s'est formé. Comme nous l'avons déjà vu, Mercure possède une teneur en métaux très élevée. Les premiers estiment que la matière qui forma Mercure avait le même ratio silicate-métal que le reste de la matière rocheuse du système solaire. Celui-ci contient bien davantage de silicates que de métaux. Les métaux, comme le fer et le nickel, plus lourds que les silicates, coulent et se retrouvent au centre de la jeune planète, formant un noyau métallique. Ils expliquent l'exceptionnelle abondance de fer et la taille démesurée de son noyau par deux hypothèses. Soit la Mercure originale eût été bien plus grosse et fut frappée par un planétésimal si gros qu'il aurait arraché la majeure partie de la matière autour du noyau, ne laissant derrière qu'une mince couche de silicate et un énorme noyau métallique. L'autre hypothèse de ce type est que le protosoleil fut, pendant un temps, si brillant et si chaud que la couche de silice aurait été vaporisée puis soufflée par le vent solaire, faisant perdre, comme dans le cas de la collision, une grande partie de sa masse. Ces deux hypothèses se retrouvent aujourd'hui contestées, car l'abondance d'éléments volatiles, présents en surface et décelés par la sonde Messenger, ne concorde pas avec ce scénario. Très légers, ils auraient été les premiers à être vaporisés et perdus dans l'espace si l'une ou l'autre de ces hypothèses était correcte. La théorie maintenant privilégiée est que la matière qui allait devenir Mercure contenait une teneur en métaux bien plus élevée que le reste du système solaire. En cause, le fait que le vent solaire balaya peut-être tous les éléments les plus légers du disque planétaire, laissant derrière des éléments plus lourds, comme les métaux. Un autre fait vient appuyer cette idée. La proportion en fer va décroissante dans les planètes rocheuses à mesure que l'on s'éloigne du Soleil. Ainsi, Mercure possède plus de fer que Vénus, qui, elle-même, en possède plus que la Terre, et ainsi de suite. Dans ce cas, la proportion et la teneur en fer du noyau de Mercure n'ont rien d'extraordinaire. La proto-Mercure s'est amalgamée à partir d'un mélange qui contenait beaucoup plus de métaux que de silicates. Dans tous les cas, la surface de Mercure s'est ensuite refroidie et solidifiée pour former la surface que l'on voit aujourd'hui. Les périodes géologiques de Mercure sont nommées en fonction des plus gros événements planétaires qui s'y produisirent. Le Tolstoïen est la période la plus ancienne. À cette époque, datant d'il y a environ 3,9 à 3,85 milliards d'années, s'est formé le bassin Tolstoï, un grand bassin d'impact. Cette époque était marquée par de fréquentes collisions météoriques. Les plaines intercratères, les terrains les plus anciens de Mercure, datent de cette période. L'âge suivant, il y a entre 3,85 et 3 milliards d'années, est le Calorien. Cette époque doit son nom à la formation du bassin Caloris, l'un des plus grands cratères d'impact connus dans le système solaire. Le cataclysme a un impact sur toute la planète. Les fragments éjectés lors de l'explosion retombent à la surface de Mercure où ils forment d'autres cratères. La poussière et les éjectats recouvrent complètement des cratères plus anciens. L'événement crée des éruptions volcaniques qui durèrent pendant des millions d'années et iront recouvrir une grande partie de l'hémisphère nord de Mercure. C'est le dernier grand événement géologique de ce petit monde. Les âges suivants, le Mansurien et le Kuiperien, s'étendent d'il y a 3 milliards d'années à aujourd'hui. Les impacts météoriques sont maintenant rares. Les plus grands d'entre eux forment les cratères Mansur et Kuiper. Nous allons maintenant nous intéresser aux propriétés géologiques et physiques de Mercure. Souvenez-vous, Mercure est la plus petite planète du système solaire. Elle est plus grosse que la Lune, mais inférieure en taille à Titan et Ganymède, lune de Saturne et Jupiter respectivement. Cette boule rocheuse, recouverte de cratères, fait 4800 km de diamètre, soit 2400 km de rayon. En comparaison, la Terre a un diamètre de 12 740 km, plus de 2,5 fois plus grand que celui de Mercure. Le volume de Mercure est de 71 millions de kilomètres cubes. On pourrait faire rentrer le volume de Mercure 18 fois dans celui de la Terre et il resterait encore un peu d'espace. Mercure a une forte densité, et cela est dû à sa forte teneur en métaux, comme le fer, plus dense que les silicates. La composition interne de Mercure est de 70% de métaux et 30% de silicates, ce qui est très différent du reste de la matière qui compose les autres planètes rocheuses. En termes de densité moyenne, Mercure arrive en seconde place,
juste après la Terre. Comme les autres planètes, sa structure interne est stratifiée en couches. Les éléments plus denses, comme le fer, ont tendance à s'enfoncer et couler sous les couches plus riches en silicates, qui sont moins denses. Les métaux s'enfoncent dans les profondeurs et forment la majorité du noyau, alors que les silicates, plus légers, les recouvrent. Ainsi, les silicates et autres éléments légers se retrouvent dans le manteau et la croûte. La forte densité de Mercure fait que sa gravité est comparativement forte pour sa taille. Elle est à peu près égale à celle de Mars, c'est-à-dire 38% de la gravité terrestre. Pourtant, Mars est 1,1 fois plus grosse que Mercure. Sa structure interne est divisée en 3 parties: la croûte, le manteau et le noyau. La croûte, qui s'étend de la surface jusqu'à 26 à 35 km de profondeur, est principalement composée de silicates et de sulfure. Elle est relativement pauvre en fer. Les minéraux qui la composent principalement sont l'olivine, le pyroxène et des formes de feldspath, riches en sodium. On trouve également une forte teneur en magnésium, calcium et en sulfure de fer. Dessous, on trouve un manteau solide épais de 1200 à 1500 km, constitué encore une fois de silicates et probablement de sulfure, riche en magnésium et en calcium. Sous le manteau se trouve le noyau, dont les proportions par rapport à la taille de la planète sont énormes. Il occupe 57% du volume de Mercure. Pour comparaison, le noyau terrestre ne prend que 17% du volume de la Terre. Le noyau de Mercure est principalement composé de fer, mais aussi de nickel et de soufre. Il est lui-même constitué de 3 parties. Une fine couche extérieure solide de sulfure de fer, qui fait contact avec le manteau, et le sépare du noyau externe, partiellement fondu. Le noyau interne est solide, et on pense que sa rotation, cumulée avec la convection de sa partie externe liquide et sa forte teneur en fer, provoque un effet dynamo, qui est responsable du champ magnétique de Mercure. Le champ magnétique de Mercure est cependant très faible. En effet, il n'est que de 1% de celui de la Terre. Malgré cela, il semble faire l'objet de tempêtes géomagnétiques, ce qui étonna les scientifiques étudiant les données de la sonde Messenger. Sous la pression du vent solaire, les lignes du champ magnétique de Mercure fusionnent, un phénomène que l'on nomme recombinaison magnétique, et dans lequel l'énergie du champ magnétique est transférée dans les électrons qui sont accélérés et remontent le flux magnétique jusqu'à la planète, où la sonde les a détectés. Le champ magnétique de Mercure a d'autres propriétés qui le différencient de son homologue terrien. Il est très incliné et ne suit pas l'axe de rotation de la planète. De plus, il possède une très forte asymétrie entre le pôle Nord et le pôle Sud. Les lignes de champ magnétique sont beaucoup moins resserrées au Sud qu'elles ne le sont au Nord, ce qui fait qu'il se trouve d'une intensité plus faible et laisse passer plus facilement le plasma du vent solaire. Il semblerait aussi qu'il ait changé d'orientation au cours de l'histoire de Mercure, comme c'est le cas sur Terre. L'exploration de Mercure ? C'est le sujet que nous allons à présent aborder. Dans cette dernière partie, nous allons étudier de près les raisons pour lesquelles Mercure représente une destination intéressante pour l'exploration et la colonisation spatiale. Il faut bien être honnête, Mercure n'est pas le premier choix pour celui qui voudrait arpenter la surface d'autres mondes. Sa proximité avec le Soleil et l'alternance d'une chaleur infernale et d'un froid ultrapolaire, le coût important en carburant qu'il faut dépenser pour entrer dans son orbite, ne font pas de Mercure une destination prioritaire. Cependant, nous allons voir que Mercure possède des avantages qu'il ne faudrait pas négliger. Mais quels sont les avantages d'une colonisation de Mercure ? La Lune est le corps céleste le plus proche de la Terre. C'est aussi le seul astre sur lequel nous avons posé le pied. Le retour de l'homme à la surface de la Lune est inévitable. Mais quel rapport avec Mercure ? Les deux astres ont beaucoup de points communs. Pas ou peu d'atmosphère, une composition du sol assez semblable, et la présence très probable de glace d'eau au fond des cratères polaires. Tout cela amène à penser que les technologies développées pour l'exploration et l'exploitation de la Lune pourront facilement être déployées sur Mercure, une fois que nous serions solidement implantés sur notre satellite naturel. Sur la Lune, nous prévoyons d'utiliser des engins robotiques pour collecter le régolithe, la poussière lunaire, et le fondre pour produire un matériau semblable à du ciment. Grâce à l'impression 3D, ce matériau pourra permettre de créer de multiples structures, comme des routes et des abris, une protection idéale contre les micrométéorites et les rayons cosmiques. La même chose peut être faite sur Mercure. S'installer sur la Lune avant Mercure a un autre avantage.
Le temps qui est requis pour maîtriser les techniques permettant de vivre sur la Lune et d'en extraire les ressources nous permettra de développer des moteurs plus puissants et plus efficaces. En effet, le coût en propérgol pour atteindre l'orbite de Mercure n'est pas très économique. Il est égal à celui qu'il faut pour atteindre Pluton. Cela est dû à deux facteurs. Le premier étant la vitesse élevée de Mercure sur son orbite, et le second, qu'il faut nécessairement ralentir, car un astronef qui s'approcherait accélérerait à cause de la proximité du Soleil et de son champ gravitationnel. Aujourd'hui, les sondes qui l'ont atteinte l'ont fait en employant des méthodes de propulsion très économes au prix d'un temps de mission très long. Les astronautes en partance pour Mercure ne peuvent pas se permettre de patienter pendant des années juste pour atteindre Mercure. Heureusement, de nouveaux systèmes de propulsion spatiale, très efficaces et économiques, comme les moteurs à plasma, par exemple le Vasimer, ou encore très puissants, comme la propulsion nucléaire thermique, sont à l'étude depuis plusieurs années et seront probablement disponibles une fois que l'on aura une solide assise sur la Lune. Ainsi, l'exploitation de Mercure deviendra économiquement viable. Mais que faire des températures infernales qui sont la norme lors des jours de Mercure? Les pôles de Mercure semblent être la région privilégiée pour s'y établir. Ici, dans l'ombre éternelle des cratères polaires, le problème des changements de température extrêmes ne se pose pas, car la température est constante. Il y fait moins 170 degrés Celsius. De plus, comme nous l'avons déjà vu, ces cratères possèdent probablement de l'eau sous forme de glace, déposée par le lent passage des comètes et conservée par les conditions stables qui y règnent. Cela permettra d'une part de subvenir aux besoins vitaux des astronautes en la transformant en eau potable, ou pour générer de l'oxygène et de l'hydrogène par électrolyse, pour produire un air respirable et du carburant pour les fusées. Des grandes quantités d'hydrocarbures y sont également tapis, utiles pour le développement de l'agriculture dans des modules spécialisés. Après s'être installé dans les régions polaires, on peut imaginer construire des bases à des latitudes plus basses. La rotation de Mercure est tellement lente que la marche à pied suffit à se maintenir de son côté nuit. Des opérations minières mobiles n'auraient aucun mal à excaver de grandes quantités de roches, sans jamais être surpris par la levée du soleil. L'autre solution consisterait à construire des bases souterraines et des mines suffisamment profondes pour échapper à la chaleur. Comme sur la Lune, Mercure possède peut-être des tubes de lave, des tunnels où l'on pourrait s'installer tout en étant protégé des rudes conditions de l'espace et du jour mercurien. La gravité en surface y est 2,3 fois plus élevée que sur la Lune, comparable à celle sur Mars. C'est une bonne chose, car l'on se doute qu'une faible gravité peut poser des problèmes pour la santé des astronautes. De par sa proximité avec le Soleil et l'intensité de son rayonnement, l'énergie solaire est abondante sur Mercure. Les roches en surface peuvent facilement être transformées en panneaux solaires. De plus, le sol de Mercure contient une teneur plus élevée en métaux et autres minerais de valeur que les autres planètes rocheuses, malgré sa petite taille. Cela pourrait grandement bénéficier à la conquête du système solaire. Voilà comment cela pourrait, idéalement, se passer. Le minerai extrait sur Mercure est acheminé jusqu'à des usines autonomes, où ils sont chargés et intégrés dans des projectiles, faits pour être accélérés le long des rails d'une catapulte électromagnétique. Une catapulte électromagnétique est un système de propulsion qui utilise l'accélération électromagnétique pour lancer des objets à grande vitesse. Il se compose généralement d'un accélérateur linéaire ou d'une série de bobines qui génèrent un champ magnétique puissant pour propulser une charge utile le long d'une voie ou d'un rail de guidage. Les catapultes électromagnétiques ont été proposées pour diverses applications telles que le lancement de charges utiles dans l'espace ou comme système d'armes, doté d'un très grand rayon d'action. Ces dernières seront construites à la surface de Mercure et utiliseront l'abondante énergie solaire pour projeter le minerai jusque dans l'espace interplanétaire. Une fois dans le vide sidéral, les projectiles déploieront des voiles solaires. Une voile solaire est un système de propulsion qui utilise la pression de la lumière solaire pour propulser un engin spatial. Les voiles solaires peuvent être lancées de manière efficace depuis Mercure à cause de sa proximité avec le Soleil. Ainsi, les voiliers solaires, entièrement autonomes, pourront voyager vers n'importe quelle destination du système solaire. Là où les ressources de Mercure sont requises, ils permettront l'exploration habitée de Vénus et la création d'habitats spatiaux, comme des cylindres de O'Neill. De cette manière,
La petite planète de fer pourrait avoir un rôle important dans le soutien à l'exploration du système solaire et même au-delà. Au-delà, car des batteries de laser pourraient être construites qui focaliseront leur lumière sur les voiles solaires des sondes autonomes, les accélérant jusqu'à des vitesses telles qu'il deviendrait possible de les envoyer vers les étoiles les plus proches. C'est un exemple de propulsion laser. Peut-être qu'ainsi, Mercure nous ouvrira les portes de l'exploration interstellaire. Nous n'hésiterons pas, sur cette chaîne, à voir plus loin. Car le but, si l'on vit dans l'espace, n'est pas de survivre, mais bien d'habiter les cieux avec autant de confort que sur Terre. Est-ce possible sur Mercure? Une solution évidente consisterait à bâtir un ou des dômes transparents qui viendront couvrir un cratère polaire. Comme nous l'avons déjà évoqué, ces cratères ne reçoivent du Soleil qu'une lumière rasante et leur intérieur ne reçoit jamais l'ardente chaleur du jour. Des miroirs, situés soit sur les bords du cratère ou dans l'espace, reflèteront dans le fond ombragé la quantité de lumière solaire nécessaire pour obtenir une température habitable. L'intérieur pourra être pressurisé et la glace fondue pour créer un grand lac dans la cuvette du cratère. Cette eau pourra être utilisée pour irriguer les cultures. Les pentes intérieures pourront être aménagées en terrasses pour les besoins de l'agriculture et pour fournir des zones d'habitation. Avec une meilleure compréhension des écosystèmes, il serait envisageable d'introduire une faune et une flore variées, des insectes, des oiseaux et tout ce qui est nécessaire à la vie d'un petit monde artificiel. Si le cratère est suffisamment grand, il pourrait même y avoir des nuages dans le ciel. Les propriétés optiques de la verrière du dôme auront la possibilité d'être altérées pour simuler la diffusion Rayleigh responsable du bleu du ciel. Ainsi, excepté la faible gravité, les conditions de vie sur Mercure pourront être, sous un dôme, très proches de celles de la Terre. Quand les anciens Sumériens observaient la planète sautante, pouvaient-ils imaginer que leurs lointains descendants, tout comme eux, y irrigueraient leur culture sur ce monde flirtant avec le soleil, toujours près de l'aube et du crépuscule?